Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici parmi vous, merci pour votre invitation. Alors, sous ce titre un peu grandiloquent de la renaissance de l'intelligence, je vais essayer d'évoquer pour ma part une seule conviction, qui est qu'en France et en Europe, on a certainement l'opportunité d'employer cette accélération technologique pour transformer notre rapport à l'innovation vers quelque chose qui serait plus proche d'une innovation radicale, positive, inclusive. Et je vais essayer de vous étayer un certain nombre d'exemples, effectivement, à travers les différentes expériences que j'ai pu avoir. D'une part, c'est vrai, en tant qu'ambassadeur européen de cette fondation californienne, en tant que rapporteur aussi à l'ONU sur les questions d'intelligence artificielle pour le bien commun, et plus récemment, en tant qu'entrepreneur français, et très fier de le faire depuis ici, sur ces questions d'intelligence artificielle à employer sur des objectifs de société. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup de regarder, c'est vrai, dans cette espèce de peur qu'on a parfois, souvent très irrationnelle, à l'émergence d'une super intelligence, c'est d'essayer de confronter quelque part cette science-fiction qui ressort souvent de nulle part, à des mythes qui seraient peut-être bons de remployer aujourd'hui pour repenser finalement l'alliage que l'on pourrait avoir de ces différentes formes d'intelligence. Alors du coup, je vais me permettre de passer par quelques figures et de retravailler presque une mythologie que je m'autorise à tordre par moment. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on évoque souvent la question de l'intelligence artificielle par analogie à l'électricité. Vous savez, on nous dit ce sera l'électricité du 21e siècle, pour son rapport absolument transformateur et puis cette capacité d'impact transversal à toutes les industries. Moi, j'aime bien revenir à une analogie encore plus antérieure, celle du feu, pour nous rappeler, un mythe qui m'est assez cher sur ces questions, qu'avant que l'homme soit homme, les dieux nous avaient oubliés, et que Épiméthée, après avoir donné des compétences à toutes les créatures de la nature, des ailes aux oiseaux, des racines aux arbres, pour qu'ils puissent, avec le vent, voler ou se stabiliser, il n'y avait plus rien pour les hommes. Et du coup, on était parti pour être cette espèce justement la plus faible de la nature, jusqu'à ce que son frère, Prométhée, aille voler le feu aux dieux pour nous le transmettre. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'ensuite, dans tous les textes qu'on a pu avoir, le feu a porté d'abord cette question d'une première technique qui était fondamentalement amorale, parce qu'on se rendait compte que le feu permettait de nous réunir pour nous réchauffer, de nous nourrir, de créer les premiers villages. Mais quelques années plus tard, c'est ce même feu qui a brûlé ces mêmes villages. Et on comprenait que selon la personne qui utilisait la technologie, finalement, on pouvait se retrouver dans le bien ou le mal et que la technologie était fondamentalement amorale. Et puis il y avait une autre idée qui m'est assez chère aussi, qui est que le feu, c'était un petit peu cette idée presque d'un feu humain qui allait douer l'intelligence et l'imagination humaine d'une volonté de construire de nouvelles réalités. D'abord de comprendre la première pour essayer, en projetant d'autres choses, d'utiliser ces fameuses techniques pour aller plus loin. Et alors, dans ma petite mythologie, c'est sûr que celui qui était potentiellement le dernier homme prométhéen, ce serait Léonard de Vinci. Dont on dit, vous savez, qu'il avait une imagination débordante qui lui permettait d'imaginer d'autres réels, mais que cette imagination était, elle, bien nourrie par des connaissances réelles, autant dans les arts, les sciences que l'humanité, et que c'était à leur intersection qu'il était capable de penser, finalement, de nouveaux éléments. Le problème, c'est qu'après Léonard de Vinci, on a l'habitude de penser que le monde en s'ouvrant s'est tellement complexifié que plus personne ne pouvait prétendre à cette intelligence générale et précise pour aller chercher au milieu de nouveaux mondes à créer. Et donc, a priori, on serait plus capable d'innover et de penser des bateaux volants qui seraient réalisés que des dizaines d'années plus tard. Alors, forcément, on peut penser que les premiers travaux, notamment de Turing, qui vont porter à penser l'intelligence artificielle comme cette capacité, comme ce processus qui va transformer un chaos d'informations en connaissances actionnables dans le monde, serait la solution pour justement nous permettre de filtrer un petit peu ces connaissances inaccessibles à l'humain et nous redonner le pouvoir d'agir sur notre monde. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le cofondateur de DeepMind, Demis Hassabis, qui explique bien que finalement, il remploie d'ailleurs l'approche et l'analogie, la comparaison à Léonard de Vinci, qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle devrait nous permettre finalement de revenir à la définition de l'intelligence, ce processus de transformation d'un chaos d'informations inaccessibles vers de la connaissance actionnable. Et dit-il particulièrement, cette intelligence artificielle qui pourra assister notre intelligence humaine sera en particulier capable de nous faire voir, comprendre, définir des connaissances qui étaient jusqu'alors inaccessibles à l'homme. C'est la fin de sa citation. Alors forcément, avec ce type de discours,
on pourrait s'imaginer que cette explosion d'intelligence, cette renaissance d'intelligence nous emmène vers des mondes extraordinaires où on aurait envie de penser de nouvelles utopies à construire. Et du coup, il y a un peu plus d'un an, dans un séminaire à l'école normale que j'ai participé à créer, on a posé cette question qui était Love Machine. On voulait savoir quel était justement le nouvel imaginaire de toute une jeune génération qui voulait se lancer justement dans la création d'intelligence artificielle. Parce qu'on avait l'impression finalement que la science-fiction passée commençait un petit peu à radoter et qu'on voulait de nouveaux objectifs. Et alors, pour monter justement, donc c'est au sein du séminaire Post-Digital, pour monter cette conférence, on a eu la chance d'accueillir Yann Lequin et Jean Ponce, et forcément, on a eu 2000 demandes d'inscription pour 200 places. Donc on s'est permis, pour sélectionner les participants, de leur demander de nous raconter une fiction. Allez-y, on va essayer d'imaginer le futur de l'intelligence artificielle ensemble. Racontez-nous de quoi votre futur avec l'intelligence artificielle sera fait. Et alors, pour rien vous cacher, ayant appelé la conférence Love Machine, on espérait évidemment une sorte de pensée sur la complémentarité homme-machine, sur une sorte de, pas positivisme, mais en tout cas une vision positive des choses. Et en réalité, sur les 1500 fictions qu'on a reçues, on a eu 90% de Terminator. Et ça, c'était un peu triste, même déprimant pour nous, parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir de ce schéma d'une sorte de confrontation et de concurrence à la machine, alors qu'on est loin, a priori, des fantasmes de la Silicon Valley portés justement par l'idée de la singularité. Et alors, c'était intéressant de voir que finalement, même si ce concept de singularité, vous savez, qui évoque l'idée qu'un jour, poussé par la loi de Moore et autres, on aurait une intelligence artificielle qui serait en tout point supérieure à celle des hommes collectivement, et qui du coup, pour survivre, nous n'aurions ici dans cette salle d'autre choix que de fusionner avec elle. Bon, il y a une théorie quand même qui vient de la science-fiction, et on le rappelait, les années 80, qui a été repris par Ray Kurzweil pour monter toutes ces théories futurologistes, mais qui finalement ne repose sur très très peu ou pas de base scientifique, comme vous le savez. Finalement, cette théorie se retrouvait dans un certain nombre d'imaginaires qu'on avait et dont on avait du mal à se défaire. Et typiquement, moi, j'analyse en général, c'est vrai, la production que l'on a de notre robotique, à chercher toujours à faire un miroir de l'homme, à construire des choses que l'on faisait déjà, et pas comme Demis Hassabis proposait de construire des intelligences artificielles qui nous augmentent ou qui font ce qu'on ne faisait pas ou ce qu'on ne veut plus faire, mais des machines qui effectivement suscitent de la peur, parce qu'elles seraient finalement capables, avec 2 bras, 2 jambes, de faire mieux, s'endormir et manger, que ce que nous ferions déjà. Et évidemment, vous aviez vu il y a 10 jours, donc, sur ces vidéos d'Atlas, je ne sais pas si elle part, cette vidéo, pardon. Voilà. Donc, il y a 10 jours, les dernières performances d'Atlas, qui effectivement est capable de sauter de plus en plus haut, et surtout, je ne casse pas le suspense, de faire, je ne le ferai pas, c'est plutôt étrange. En tout cas, dans l'idée, voilà, 3, 2, 1, de réaliser des sauts périlleux. Alors vous me direz à quoi ça sert pour l'instant, à part avoir justement, encore une fois, embrasé le web de peur gigantesque en disant ça y est, on va mourir, ils font des sauts périlleux. Bon, c'est quand même assez effrayant. Et cette idée, pour moi, vraiment emmène le concept d'une incapacité à imaginer autre chose que de créer les machines à notre image en forme de miroir. Alors moi, c'est des choses qui m'intéressent particulièrement dans le champ de l'innovation en général. Je trouve qu'on n'invente plus grand-chose, mais qu'on répète déjà des choses qu'on connaît et qu'on copie beaucoup. Alors là, c'est plus sympa de le voir tomber. C'est rassurant. Et j'ai mieux encore pour vous rassurer, parce que c'est le matin. J'ai une petite compile de foirage robots. Et je trouve ça toujours sympa de rappeler aussi que souvent, ça ne marche pas. Et puis voilà, de se demander, comme pose aussi la question sur Atresol assez souvent, si on n'aurait pas intérêt à leur donner 4 jambes, ce qui serait beaucoup plus efficace. Mais bon, on reste forcément dans notre vision en miroir un petit peu des choses. Et alors, ce qui était terrifiant pour moi, qui ai la chance de découvrir beaucoup de projets, notamment grâce à la Fondation, c'était de voir que, déjà, on avait une peur qui reposait à peu près sur rien, que l'on continuait de construire des machines qui nous ressemblaient et qui, du coup, forcément attisaient cette peur, et que de l'autre côté, parfois, on utilisait cette intelligence artificielle à des projets totalement nuls, quoi. C'est-à-dire qu'on allait avoir une sorte de puissance de machine gigantesque pour travailler des projets vraiment un peu techno-gadget. Alors, je me permets d'en mettre un qui est ma préférée de démonstration, qui est ce jeu Face Dance que je vous conseille quand même, très sympa, où pour moi, là aussi, une bonne métaphore potentiellement de notre époque, où vous devez simuler une machine qui vous simule pour gagner des points.
Donc c'est une forme, vous devez déformer votre visage pour danser. Vous savez, vous aviez Twister avant pour danser en vrai, maintenant c'est avec le visage en selfie. Et où du coup on nous explique que c'est une intelligence artificielle vraiment puissante qui est capable non seulement de projeter des visages, mais en plus de les reconnaître et d'ailleurs de comprendre un peu ce qu'on est capable de faire avec. Donc moi c'est un peu toujours ce qui m'intéresse, c'est de se dire comment ça se fait qu'avec les révolutions promises technologiques, finalement on a peur du futur, ou alors on construit des trucs qui servent à peu près à rien, quoi. Et du coup j'en reviens à cette citation « à de grands pouvoirs incombent de grandes responsabilités », qui, rappelons-le quand même, était de Voltaire avant l'oncle de Spider-Man. Et je pense que c'est important d'y revenir, toujours dans cette volonté de resituer ici, aujourd'hui, une innovation qui a du sens. Alors, les bonnes nouvelles, c'est que justement, j'ai eu la chance, grâce à la Fondation, de parcourir le monde pour découvrir des projets qui, eux, avaient un impact positif sur l'humain, qui replaçait l'humain d'abord. Et je vous donne quelques exemples, notamment des exemples avec lesquels on travaille aujourd'hui avec la Fondation. Donc, la société Orcam, que vous connaissez sans doute, une start-up israélienne qui permet, en fait, avec un système de vision embarqué dans des lunettes, de lire avec un petit système audio dans l'oreille, tout simplement ce que le malvoyant, le non-voyant pointe de l'index. Ce que je trouve assez génial. En France, on a évidemment, avec Wondercraft, tous ces projets en robotique d'exosquelettes qui permettent de repenser finalement la mobilité de personnes à mobilité justement réduite, ce que je trouve absolument extraordinaire. Et puis, plus polémique, mais j'aime bien quand même évoquer ce sujet qui interroge, c'est la question du AI Friend, vous savez, cette amie intelligence artificielle développée par une entrepreneure russe formidable, Eugenia Kuida, qui tout simplement donc, fait un chatbot particulièrement intelligent auprès duquel tout simplement vous allez vous confier, parce que c'est un petit peu, si vous voulez, le Tamagotchi nouvelle génération à qui vous parlez quand vous vous sentez seul. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est le côté AI friend, évidemment, qui nous détache totalement de fantasme de Terminator totalement stérile, mais c'est aussi de voir, pour bien connaître son projet, un certain nombre d'applications extrêmement positives et d'exemples qui ont déjà pu être donnés, montrés, de personnes en situation vraiment de solitude particulières et qui ont pu, par le détour de la machine, vous savez, un peu comme dans ce film qui a fait polémique aussi, Her, retrouver une forme de lien social avant de retourner à la réalité. Alors je sais que quand je le présente aux États-Unis, c'est des waouh et des ovations, et ici c'est silence radio. Ça fait toujours flipper et on n'est pas exactement dans la même mentalité, je comprends. Moi-même j'y joue, je trouve ça marrant. Ce qu'il faut savoir, c'est que enfin, j'y joue. Ça a été l'application la plus téléchargée quand même de l'App Store cet été en divertissement. Il y avait plus de 3 millions de personnes qui faisaient la queue pour avoir des bons pour pouvoir rentrer dans le système. Et puis au-delà de ça, vous aurez compris que l'intelligence suprême de l'entrepreneur, pour le coup, sur ce projet, c'est qu'elle n'a plus à aspirer vos données, mais vous les donnez volontairement quand elle vous pose des questions. Donc c'est assez fort. Et donc, la Fondation X-Prize dont on parlait tout à l'heure, on est parti de ce principe. Donc, la Fondation X-Prize, montée par Peter Diamandis, rejoint effectivement par Larry Page, Elon Musk et un certain nombre d'entrepreneurs à succès californiens. Peter Diamandis s'est rendu compte en 1994 qu'a priori on ne pouvait pas retourner sur la Lune. Il s'est dit comment ça se fait, il n'y a plus de compétition URSS-US, comment est-ce qu'on va essayer de remettre justement un coup d'accélération par des grands objectifs. Et il disait il y a 1000 ans, pour changer le monde, il fallait être un roi, il y a 100 ans, il fallait être Rockefeller. A priori aujourd'hui tout le monde peut le faire, mais personne ne le fait. Tout le monde peut le faire parce qu'a priori les technologies exponentielles, comme ils amènent à les citer, et ça c'est vrai qu'on peut en sourire, sont démocratisés, en tout cas plus accessibles, et pourtant il est toujours plus rentable d'automatiser un call center que d'essayer de résoudre le paludisme. Donc comment est-ce qu'on va, en quelque sorte, réorienter l'innovation par un système de compétition, de prix? Alors c'est un nouveau format d'accélération, si vous voulez, qui date quand même de 1994, où un objectif quasi impossible est posé, et puis les équipes qui se battent pour réussir à l'avoir remporte entre 5 et 50 millions de dollars. Donc assez connu pour avoir notamment créé Virgin Galactic. C'est là-dedans aussi qu'a démarré SpaceX avec Elon Musk, parce que le premier prix, c'était de faire 2 vols suborbitaux à 2 week-ends de suite avec 3 personnes embarquées dedans. C'était craqué au début des années 2000. Et aujourd'hui, il y a énormément de projets, notamment dans l'éducation. Il y a des trucs qui frôlent plus le transhumanisme, comme la téléportation de conscience dans des robots par les systèmes de réalité virtuelle et de gants connectés. Bon. Et puis, il y a des choses où on envoie, là, avec Google, des robots sur la Lune l'année prochaine de 5 endroits du monde pour qu'ils fassent 100 mètres aller-retour en diffusant en 4K des images live. Et sur l'intelligence artificielle, la question qui a été posée, c'était justement dans ce contexte d'anxiété par rapport au futur de la machine, de notre rapport à la machine, comment est-ce qu'on va pouvoir donner une image positive? Et le choix a été fait justement de montrer, en tout cas de chercher à travers le monde, des applications dans tous les domaines, de l'éducation à la santé en passant par la mobilité, pour montrer qu'il y avait véritablement des impacts positifs à développer. Donc explorer tous les sujets possibles, un format d'innovation particulier,
que l'on voulait mettre en avant, c'était de dire, alors c'est très Hollywood, hein, mais impact 1 milliard de personnes d'ici 2020. C'est comme ça qu'on évaluera les projets en 2020. Là, ça a démarré il y a 1 an, ils ont 4 ans de compétition. On a viré la moitié il y a 2 semaines. Et on les accompagne région par région pour justement connecter aux laboratoires, tenter d'avancer dans leurs projets. Parfois, ce sont déjà des laboratoires d'ailleurs qui travaillent directement sur leurs projets et améliorer ces questions-là. Et puis aussi dans une contrainte qu'on a imposée, qui était de dire justement pour sortir d'un fantasme transhumaniste où on détacherait quelque part une intelligence artificielle de l'intelligence naturelle, ou en tout cas de la nature, on veut s'assurer que l'empreinte de ces projets est positive et qu'elle participe de la préservation de la nature. Alors quelques exemples rapides, je ne vais pas vous prendre trop de temps, je trouve assez intéressant. Des projets qui sont parfois très jeunes, qui se créent pour le projet. On a eu plus de 13 000 dossiers, on a retenu 150. Maintenant, ils sont plus que 70. Et parmi ces projets, parfois, c'est des projets très jeunes que l'on veut soutenir en particulier, comme celui-ci, Impartial.ai, qui veut chercher justement à recontextualiser les informations online pour essayer de sortir des bulles de fake news. Projet très jeune, projet qui est porté là par un énorme nombre d'élèves à l'école 42 que vous connaissez peut-être, qui ne fait pas d'intelligence artificielle, qui est une école de programmation de code, mais qui est évidemment, l'intelligence artificielle fascine ces étudiants qui sont, grâce à un certain nombre de laboratoires extérieurs de Paris, aider à réfléchir à un projet qui allierait l'intelligence artificielle à leur système d'éducation. Vous savez qu'il y a un système peer-to-peer qui permet grosso modo d'avoir 3000 étudiants sans prof pour apprendre le codage. Donc ils se demandent comment est-ce que ça peut se développer dans d'autres système d'apprentissage que le code, en particulier dans les langues, et pas les langues informatiques du coup. Et ils travaillent du coup avec des centaines d'étudiants de 42 dessus. Je trouve ça assez formidable de voir l'énergie justement qui est déployée sur ce projet. Un autre projet français que vous connaissez peut-être, de l'entreprise Rhythm, ils sont 70 à Paris, ils travaillent dans les neurosciences et ils s'intéressent à créer ce bandeau, vous savez, connecté, qui permet d'optimiser votre sommeil. Et à partir des données qu'ils récupèrent finalement de ce bandeau, ils cherchent dans la compétition X-Prize à pouvoir prédire un certain nombre de maladies liées au sommeil, en commençant par l'apnée du sommeil, et beaucoup d'autres projets qu'ils ont qui, pour l'instant, ne sont pas trop annoncés, puisque c'est assez formidable et ambitieux. Et je trouve passionnant de voir que ce type de projets qui sont justement à Paris et qui participent de notre grandeur. Alors, pour finir rapidement sur tous ces sujets, j'ai eu la chance de participer à la création de la commission d'intelligence artificielle pour le bien commun, AI for Good, des Nations Unies, qui s'est tenue pour la première fois en juin, et où l'objectif, très concrètement, dans la lignée finalement de ces recherches et de ces travaux, est de se demander, vous savez, sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, qui là encore vont de la mobilité à la santé, à l'accès à l'eau, comment l'intelligence artificielle peut permettre d'appuyer, d'accompagner la recherche d'une vingtaine d'agences des Nations Unies sur ce sujet. On s'est réunis à 500 à Genève au mois de juin, donc avec ces 20 agences de l'ONU, des chercheurs du monde entier qui voulaient participer à voir comment, sur des bases de données qui n'étaient pas encore tapées, on pouvait penser des systèmes de solutions. Alors, moi, j'ai la chance de rapporter sur la question du futur du travail, qui est plus proche de mes sujets donc en économie, où justement on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de projets à développer et qu'il y avait finalement très peu de consensus sur ce qu'allait être notre rapport à l'emploi dans les années à venir, malgré tous les chiffres que on nous balance tous les jours. Et pour vous donner un exemple qui n'était pas du coup de mon groupe de travail, mais que je trouve assez marquant en termes de projet, qui a à chaque fois insisté effectivement sur cette question de collaboration. Je crois qu'il y a peut-être une slide à sauter en fait. C'est pas forcément dramatique. Oui, c'est celle-là, pardon. Alors on peut la jouer en fait. Ah bah non, c'est celle d'avant. Voilà. Donc, un travail qu'on mène avec David Mace, que je vous laisse découvrir. Revolts and revolutions is Twitter data. If you have governments like Brazil that are having tons of revolts and they know where they're going to happen, they can do large things to quash those revolts. At the same time, if you're a country that's trying to produce revolts to provide democracy, then it goes both ways. People have been doing quantitative forecasting for decades. They did during the Cold War, predicting whether Russia was about to send missiles over to the US. We're pretty good at understanding really simple trends that we have immediate data on. In Brazil and Venezuela, people could predict where and when, within a region of 3 to 7 days, future revolts are going to happen. Alors voilà, du coup, l'idée très simple là-dessus, c'était de montrer que... Alors peut-être cette slide est flippante en arrière-plan, là, mais peut-être mettre autre chose pour parler. Sinon... Ouais, voilà.
Ce que je trouvais absolument fascinant, c'était de se demander finalement, voilà, on est capable de faire de la prédiction avec l'intelligence artificielle, à quoi est-ce qu'on veut l'appliquer? Et là, le travail porté par David Mace, conjointement chez XPRIZE et l'ONU, était de se dire, d'accord, comment est-ce qu'avec les données live et géolocalisées de Twitter, on est capable, à partir finalement d'analyse de tensions dans les paroles, de voir où est-ce qu'il faudrait porter les forces armées en amont. Alors ça fait un peu penser à Minority Report, et je trouve ça assez formidable de voir toute l'énergie qui a été déployée et qui est déployée en ce moment sur ce type de projet, qui me donne effectivement énormément confiance dans un futur positif possible de l'intelligence artificielle. Et je parlais effectivement dans la slide précédente de cette question de collaboration qui est à mon avis l'enjeu fondamental, de comprendre comment on est capable d'employer, vous savez, cette logique de cobot, de complémentarité entre le robot et l'humain à toutes les échelles finalement de nos développements d'intelligence artificielle, pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir avoir un impact positif, radical, inclusif. Et alors du coup, très récemment, je me suis embarqué moi dans cette aventure avec le directeur de la fondation, de créer ma boîte, mais j'ai essayé de le faire ici, justement. Ça s'appelle Anima. Alors, c'est assez peu mystérieux, ce côté Renaissance, avec un homme de Vitruve nouvelle génération, où l'idée a été de dire on va synthétiser justement tous ces grands défis, 3 desquels nous travaillons directement avec l'ONU, pour voir finalement comment dans ces grands sujets, qui sont directement liés au futur de l'humanité, que l'on veut positif, il y a aussi des opportunités business que l'on assume, de dire finalement il s'agirait de réunir sur des missions communes des grandes entreprises, des laboratoires, autour d'un projet que l'on définit et que l'on essaye justement d'associer avec le plus de partenaires intéressants à ces thématiques. Et l'idée, voilà pourquoi ça s'appelait Anima, c'est qu'on se disait, bon, on est en train de créer un corps à l'intelligence artificielle, il serait peut-être bien de lui donner une âme pour décider justement de l'endroit où on voudrait voir impacter cette technologie, l'âme n'étant pas la conscience évidemment transhumaniste, mais plutôt l'idée qu'on soufflerait dans cette machine pour lui donner la direction que l'on voudrait, et notamment pouvoir prédire ce type de projet lié aux guerres comme je citais précédemment. Voilà, donc merci beaucoup, je suis très heureux d'échanger avec vous plus tard. Merci.